c'était censé être un nouveau massacre. Le 4 juillet 1943, les Marines de la minuscule île de Renova appelaient cette plage Pointe du Suicide, car 48 heures plus tôt, des bombardiers japonais avaient transformé dépôts de carburant, camions et hôpital de campagne en un cimetière de flammes. Le simple soldat Evan Evans avait tiré son canon de 90 mm ce jour-là et avait vu chaque bombardier ennemi s'échapper. Maintenant, le radar reprend vie. Les écrans montrent 16 bombardiers Betty en approche depuis Rabaul. Et chacun sur cette plage sait pertinemment qu'il n'y aura pas de second miracle en cas d'échec. Abonnez-vous à No Man's Land afin de ne rater aucune de ces histoires de guerre que l'histoire a cherché à enfouir. Le soleil n'avait pas encore séché l'humidité des palmiers quand la première alerte radar a retenti sur l'île de Renova le 4 juillet 1943. L'air était lourd, épais de sel et de la fumée restante de l'attaque d'avant-hier. Les Marines appelaient toujours cet endroit la Pointe du Suicide, car le 2 juillet, 18 bombardiers japonais et des centaines de chasseurs d'escorte avaient transformé la plage en cauchemar. Le soldat de première classe Evan Evans, 22 ans, se souvenait de chaque seconde. Les réservoirs de carburant éclataient comme des volcans. Les camions se tordaient. L'hôpital de campagne a brûlé avant l'évacuation des blessés. 77 marines furent blessés, 59 périrent en minutes. Evans et son équipe ont riposté avec leurs canons de 90 mm, mais sans radar. Les obus rataient les bombardiers rapides. Ce jour-là, ils n'ont rien touché. Les Japonais sont repartis indemnes. Maintenant, 2 jours plus tard, Evans était accroupi près de son canon dans le sable volcanique. Ses hommes, Boone et Gambierowski, vérifions les systèmes avec des gestes calmes et experts. La différence aujourd'hui tenait en un mot, radar. Les ingénieurs avaient remis en état le SCR-268 la nuit avec des pièces d'épave. Le système s'est rallumé et a repris vie à l'aube. Un officier de signalisation a crié dans la tranchée que le radar détectait une importante formation en provenance de Rabaul. Distance, 120 miles. Relèvement, 320. Altitude, 14 000 pieds. L'équipage s'est tu. Un ordinateur mécanique, le Sperry M4, cliquetait alors que l'élévation et l'angle se mettaient à jour. Evans regarda vers le nord. À travers les nuages fins, il imaginait 16 silhouettes sombres approchant à 260 miles par heure. Chaque bombardier transportait jusqu'à 8000 livres d'explosifs. C'était le même modèle qui avait entièrement détruit la Pointe du Suicide. Personne ne le disait, mais chaque marine comprenait que c'était une seconde chance, et peut-être bien la toute dernière. Renova était le seul barrage anti-aérien protégeant l'artillerie soutenant les forces armées sur New Georgia, de l'autre côté du canal. Si les Japonais frappaient à nouveau les canons, toute l'invasion serait bloquée. Evans serra la sangle de son casque et posa sa main sur le levier de la culasse. Il s'était entraîné longtemps, mais n'avait jamais connu la rédemption. Il en avait l'intention. À 8h45, le radar SCR-268 envoyait de rapides mises à jour. Toutes les 30 secondes, les opérateurs annonçaient les changements d'altitude et de vitesse. La formation se divise. La moitié se dirige vers l'ouest. Le groupe principal poursuit son approche de Renova. La sirène anti-aérienne a commencé à hurler à travers tout le camp, son cri prolongé et strident retentissant dans les airs. Les hommes sprintaient au trou. Les équipes de ravitaillement lâchèrent les caisses. Les mécaniciens se glissèrent sous les camions. L'île passa d'une effervescence complète à un silence absolu en un clin d'œil, excepté au poste de tir. Evans et son équipe se tenaient droit derrière leur M1 de 90 mm. Ils ne se cachaient pas. Les équipages anti-aériens n'avaient pas d'abri. Leur travail était de maintenir leur position et de tirer jusqu'à ce que l'ennemi parte ou qu'il soit tué. Le canon pesait 9 tonnes. Conçu pour projeter des obus de 24 livres dans le ciel à près de 3000 pieds par seconde. À l'entraînement, Evans pouvait charger et tirer toutes les 3 secondes, mais l'entraînement n'impliquait jamais de bombardier piquant sur lui. Boone se tenait près du côté du chargement tandis que Gambierowski s'occupait des réglages des fusées. Le régleur permettait d'ajuster la détonation à des intervalles d'une demi-seconde.
À 10 000 pieds, les obus mettaient 18 secondes pour atteindre leur altitude. S'ils explosaient trop tôt ou trop tard, même d'une seconde, l'explosion pouvait manquer un avion de plusieurs centaines de mètres. À 9 heures, les Betty Bombers n'étaient qu'à 14 miles. L'équipage pouvait les voir aux jumelles, des croix sombres sur un ciel éclatant. Leurs soutes à bombes s'ouvraient déjà. Evans entendit le premier ordre. « Batterie C, ouvrez le feu ». Les 12 canons de Renova rugirent à l'unisson. Les sacs de sable tremblaient sous les ondes de choc. Les obus fusaient vers le ciel toutes les 3 secondes, laissant des traînées de fumée noire. Les Marines appelaient le tir anti-aérien la pluie de flaques. On aurait dit des fleurs noires s'épanouissant autour de l'ennemi. La salve initiale explosa trop bas et faiblement. Les bombardiers gardèrent leur formation, insensibles. Les équipages japonais ignoraient les tirs initiaux. Ils s'attendaient à un tir imprécis, à une autre mission facile comme celle du 2 juillet. Mais ce jour-là, le radar guidait les canons en anticipant les trajectoires de vol. Evans entendit son directeur annoncer de nouvelles coordonnées. Le canon s'ajusta de 2 degrés. Azimut, 3 degrés à gauche. Il actionna le levier de tir. L'obus quitta le canon et s'éleva vers l'histoire. L'obus tiré par Evan Evans à 9h04 a complètement tout changé. Les données radar transmises au directeur Sperry M4 étaient soudainement plus nettes qu'auparavant. Sans interférence ni délai, l'affût du canon se corrigea en plein vol, guidant l'obus juste en avant de la trajectoire prévue du bombardier de tête. 18 secondes après le tir, la fusée s'est allumée. Une explosion a éclaté à 200 mètres devant l'avion japonais. Le bombardier s'est envolé directement dans le nuage d'éclats. Une colonne de fumée noire a surgi de son moteur droit. Les flammes s'étendaient le long de l'aile. Au début, les pilotes sont restés en formation. La doctrine japonaise les entraînait à rester groupés, même sous le feu. Mais en quelques secondes, le moteur a commencé à lâcher. Le bombardier a perdu de l'altitude et a viré sur le côté, perdant rapidement de la vitesse. Il a tenté de revenir vers Rabaul, mais à 6000 pieds, les ailes ont cédé. L'appareil s'est abîmé dans l'océan, au nord-ouest de Renova. Un de moins. Evans ne célébra pas. Il n'y avait pas le temps. 15 bombardiers approchaient encore. Il resta verrouillé sur sa cible, ne faisant qu'un avec son canon. Chargez, poussez, réglez, tirez, tirez. Boone introduisit un autre obus. Gamberovski régla le cadran de la fusée à l'altitude. Le radar appela de nouveau. Maintenant, deuxième bombardier, aile gauche de la formation. Evans ajusta, tira. Une seconde explosion emplit l'air. Le bombardier vacilla, mais continua de voler. Puis les autres canons de Renova intervinrent plus efficacement. La batterie E toucha un bombardier à 9000 pieds. Sa queue se détacha. L'avion plongea en spirale dans le détroit de Blanche. Les Marines dans les tranchées crièrent, comprenant que leur défense fonctionnait enfin. À 6 miles, les bombardiers entamèrent leur phase d'attaque, descendant à 8000 pieds. Traditionnellement, ils auraient survolé directement la cible avant de larguer. Cette fois, les explosions les forcèrent à larguer plus tôt. Les bombes tombèrent sans danger dans l'eau, à un demi-mile au large. Des jets blancs jaillirent comme des geysers. Evans tira toujours au milieu du chaos. La formation japonaise perdit sa discipline. Les héros s'écartèrent au lieu de soutenir les bombardiers restants. En moins de 4 minutes, 3 avions ennemis s'étaient écrasés. Renova n'était plus une faiblesse, l'île tenait solidement sa position. Le ciel au-dessus de Renova s'épaississait de panaches noires et de métal tombant. À 9h07, les bombardiers restants se sont éparpillés dans le ciel, abandonnant la formation en V serrée qu'ils avaient fidèlement gardée depuis leur départ de Rabaul. Leur confiance initiale avait tourné à la panique. Un appareil largua son carburant pour gagner de la vitesse. Un autre grimpa désespérément pour fuir la zone de flaque. Evans l'aperçut à travers la brume, traçant une ligne nette à travers les nuages. Mais l'altitude accrue en faisait une cible facile pour des canons calibrés.
Le radar se mettait à jour toutes les 30 secondes et le directeur Sperry corrigeait plus vite que l'œil humain ne pouvait suivre. Evans leva son canon, prit une inspiration au goût de poussière de métal et tira 2 fois à la suite. Le premier tir passa légèrement au-dessus. Le second explosa 50 mètres sous le ventre de l'appareil. L'onde de choc retourna le bombardier presque à la verticale. Il entra en vrille à plat et disparut dans la jungle de New Georgia. 4 avions abattus. Evans sentait la chaleur du canon. Ses mains tremblaient, mais la mémoire musculaire prit le dessus. Charger, enfoncer, régler, tirer. Ça se répétait comme un battement de cœur. Il n'entendait plus les ordres par-dessus le bruit des explosions. Il ne faisait qu'interpréter les signaux de son équipe et suivre le rythme mécanique. Autour de l'île, les 11 autres canons de 90 mm calibraient leurs tirs selon les radars. Les Marines s'attendaient à un taux de réussite de 2% pour les tirs anti-aériens. Ce qui se passait maintenant défiait tous les manuels d'entraînement. Les obus explosaient si près que les bombardiers disparaissaient dans les vagues de flak. 2 autres avions japonais commencèrent à laisser une traînée de fumée, l'un ayant perdu la moitié de son empennage. Il partit en vrille et s'écrasa quelques secondes plus tard dans l'océan. À 7 minutes de la fin de la fenêtre d'engagement, les bombardiers virèrent vers le sud et l'ouest, se divisant en groupes. Ils n'attaquaient plus, ils fuyaient. Cependant, les canons de Renova avaient l'énergie et un positionnement idéal pour les atteindre. Alors que l'équipe d'Evans changeait d'angle pour un tir latéral, il réalisa quelque chose que peu d'artilleurs avaient connu, le contrôle. Pour la première fois depuis son arrivée sur l'île, chaque mouvement de son arme semblait avoir une longueur d'avance sur l'ennemi. 2 jours plus tôt, les Japonais avaient transformé Renova en cimetière. Maintenant, Evans comptait bien s'assurer qu'il le reste pour eux. À 9h10, la formation japonaise avait perdu toute discipline. Au lieu d'une vague d'assaut précise, les 12 bombardiers survivants se dispersaient sur un rayon de 15 km, chaque pilote s'efforçant de survivre plutôt que de mener l'attaque à son terme. Certains montaient vers la couverture nuageuse, d'autres perdaient de l'altitude pour se cacher au ras de la surface de l'océan. Evans changea vite de position, son canon suivant un bombardier fuyant vers l'ouest, vers la Nouvelle-Géorgie. L'équipage ajusta l'élévation à 9000 pieds. Evans tira. Le premier obus passa au-dessus. Le second explosa 30 mètres derrière la queue du bombardier. Les éclats déchirèrent les lignes de commande. L'avion tenta de cabrer, puis décrocha immédiatement et plongea en spirale dans la jungle dense. 5 de moins. La batterie E verrouilla un autre bombardier qui volait en tandem avec le premier. L'obus éclata sous l'aile. L'avion tressaillit, perdit de la portance et s'abîma dans le détroit de Blanche, le fuselage étant consumé par les flammes. 6 de moins. Un troisième bombardier tenta un virage serré vers le sud-ouest pour suivre les chasseurs japonais en retraite. Evans cala son tir tandis que le directeur ajustait. L'obus explosa dans le sillage de l'impact précédent. Le bombardier vira, perdit l'équilibre, puis s'écrasa dans la mer. 7 avions abattus. De sa position, Evans discernait mal les accidents individuels, mais les débris et les traînées de fumée confirmaient les destructions. Les Marines postés le long du rivage décrivirent plus tard l'océan comme bouillonnant d'épaves. À 9h14, 3 bombardiers volèrent vers le nord-ouest, prenant de l'altitude, vraisemblablement pour tenter de s'élever au-dessus de la portée anti-aérienne. Evans savait le M1 efficace jusqu'à 33 000 pieds. Ces bombardiers n'étaient qu'à mi-chemin. Il régla l'élévation au maximum et tira sans hésiter. 22 secondes plus tard, l'obus explosa à 200 mètres de l'avion de tête. Le pilote vira à droite, droit sur le projectile suivant. Le cockpit vola en éclats. L'avion piqua du nez en une plongée abrupte et se volatilisa sous les vagues. 8 de moins. La plage, qui 2 jours plus tôt n'était que chaos, était maintenant silencieuse, à l'exception des tirs. Aucune bombe n'a frappé l'île, pas un seul marine n'était tombé. Evans sentait la chaleur du canon dans l'air humide.
Son équipe avait tiré 42 obus en 7 minutes, dépassant largement les cadences de tir habituelles, mais l'arme restait opérationnelle. 12 minutes après le début du combat, les pilotes japonais n'attaquaient plus Renova. Ils en prenaient la fuite. À 9h16, le ciel commençait à se dégager, non pas car le combat avait cessé, mais parce qu'il n'y avait quasiment plus aucune cible à atteindre. La fumée des épaves en feu dérivait sur le détroit de Blanche. Seuls 6 bombardiers japonais étaient encore en vol, et tous s'éloignaient de Renova à plein régime. Leur largage de bombes avait complètement échoué. Au lieu de lâcher leur charge directement sur les positions des Marines, comme ils l'avaient fait 2 jours plus tôt, ils les ont libérés à 6 miles de distance, paniqués par la DCA meurtrière. Aucune des bombes n'a atteint la Terre. La plupart ont explosé sans danger dans l'océan, projetant des geysers visibles depuis les tranchées. Evans ne regardait pas l'eau, il gardait les yeux rivés sur le viseur de son canon. Le bombardier suivant qu'il visait montrait des dégâts apparents. Une trajectoire de vol instable, de la fumée s'échappant d'un moteur, 9 miles de portée, 7000 pieds d'altitude. Radar dicta les ajustements. Boone chargea. Gambarovski régla la mèche. Evans tira. L'explosion se produisit 40 mètres à droite, assez près. L'explosion a frappé le côté tribord de l'aéronef. L'aile s'est repliée sur elle-même. Le bombardier est parti en vrille et a chuté. 9 de moins. 2 autres ont tenté de fuir vers l'ouest, virant vers le large. La batterie C et la batterie A ont tiré en séquence. Un appareil a été touché directement au moteur, se brisant en plein vol. Le deuxième a essayé de survoler la zone de flak, mais a échoué. Il a rapidement perdu de l'altitude et a disparu dans la jungle de New Georgia. 11 de moins. Sur la plage, les Marines n'ont pas applaudi. Ils restèrent focalisés sur la menace subsistante. Les mouvements de l'équipage avaient un peu faibli sous la fatigue, mais la discipline perdurait. Evans pouvait sentir le goût de la poudre dans l'air. Ses oreilles bourdonnaient si fort qu'il se fiait désormais surtout aux signaux visuels et aux marqueurs radar plutôt qu'aux ordres vocaux. Un bombardier restait assez proche pour un engagement, se dirigeant vers le nord à grande vitesse, tentant de monter hors de portée des canons. Il était à 14 000 pieds et continuait de monter. Un tir à portée maximale. Evans a verrouillé son viseur, a élevé le canon M1 presque à la verticale et a tiré. L'obus a grimpé pendant près de 22 secondes. À la détonation, il a explosé 300 mètres devant, trop loin pour l'abattre, mais assez près pour que le pilote brise la formation. Les derniers bombardiers se sont échappés vers Rabaul, endommagés et en feu. Evans n'a retiré sa main du levier de tir qu'au moment où l'ordre de cesser le feu a retenti par radio à 9h32. 27 minutes de combat, 88 obus tirés. 0 victime chez les Marines, 0 bombe sur Renova. 12 bombardiers ennemis détruits, un nouveau record établi, et le jour où la pointe du suicide a cessé d'exister. Lorsque les tirs des canons ont finalement cessé, le calme est devenu anormal, presque insupportable. Après près d'une demi-heure de tirs soutenus, l'absence soudaine du tonnerre donnait l'impression que le rivage de Renova était figé dans le temps. Evans s'écarta du canon, les oreilles bourdonnant si fort que le monde semblait avoir été submergé. Boone s'effondra à côté du mur de sacs de sable, le souffle court. Gamborovski s'adossa à la caisse de munitions, la sueur traçant des sillons dans la poussière sur son visage. Nul ne proférait un mot. Leur canon, la pièce 3 de la batterie C, avait tiré 53 obus en tout juste 27 minutes, dépassant toute autre position sur le front. Ils savaient tous que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, mais l'adrénaline cachait encore la vérité. À 9h35, le lieutenant-colonel Schier fit son apparition parmi les artilleurs, progressant lentement le long de la ligne des batteries, dénombrant les traces de débris et marquant les points d'impact. Son expression passa de l'incrédulité à une sombre reconnaissance. Dès 10 heures, une analyse visuelle et radar confirma la destruction de 12 bombardiers. 12 sur 16, soit un taux de réussite de 75%.
Plus tard, après l'analyse des données de récupération, le nombre réel s'est élevé à 12 sur 16 en engagement direct et 14 n'ont jamais pu rentrer à Rabaul en raison de dégâts catastrophiques. Pour l'artillerie anti-aérienne, un taux de 2% de réussite était déjà efficace. Ils avaient atteint près de 14% de létalité avec la seule flaque terrestre. Ceci, murmura Chier à un autre officier, n'était pas une défense. C'était une interception. Pendant ce temps, sur le continent, des équipes de récupération commençaient à ramasser les débris échoués sur le rivage. À 11 heures, des sections de capot moteur d'un Betty furent trouvées à 8 km à l'ouest de Renova. Des nappes d'huile couvraient la surface. Les Marines observaient des fragments de surface d'ailes dérivées, dont l'un arborait toujours l'insigne du soleil rouge. Pas une seule position de combat américaine n'avait été touchée. Pas une seule victime à déplorer suite à l'engagement. C'était impensable, mais les chiffres ne pouvaient pas tout mesurer. Certains Marines rapportèrent avoir entendu au loin les cris des membres d'équipage qui avaient sauté en parachute dans l'eau avant de disparaître sous les vagues. D'autres choisirent de ne pas regarder. Evans, lui, ne bougea pas de sa position pendant près de 10 minutes, fixant le ciel où des flammes flottaient encore entraînées. Ce matin-là, une plage autrefois nommée Pointe du Suicide était devenue tout autre chose, un tournant dans la guerre aérienne et un lieu que le Japon n'oserait plus jamais survoler de jour. Dans l'après-midi du 4 juillet 1943, l'île de Renova n'était plus une simple zone de débarquement. Elle devint un cas d'étude pour la refonte de la doctrine de défense aérienne du Pacifique par les commandants américains. Les ordres sont tombés rapidement. L'amiral Halsey exigeait des rapports complets, des analyses techniques, les procédures des équipages de canons, les réglages radars et les angles des fusées temporisés. Chaque mouvement d'Evans et de son équipe fut documenté en détail. Chier passa la nuit à rédiger le rapport à la lumière de la lanterne, tandis que les opérateurs radars et ingénieurs d'artillerie consignaient l'intégration du SCR 268 au directeur de tir Sperry M4. Ce qu'ils avaient accompli était révolutionnaire, associer une technologie conçue pour le suivi optique à un système radar endommagé quelques jours plus tôt. Ils avaient créé une méthode qui ne figurait dans aucun manuel, et pourtant, elle avait fonctionné. Le rapport parvint à Pearl Harbor le 6 juillet. Les officiers supérieurs n'en croyaient pas les chiffres. 12 bombardiers détruits, 88 obus tirés. Aucune bombe n'a touché l'île. 0 perte humaine chez les Marines durant la bataille. Le commandement naval américain a immédiatement diffusé les procédures à chaque bataillon de défense du Pacifique. Ce qu'Evans et son équipe avaient fait est devenu la nouvelle norme. Les exercices d'entraînement furent mis à jour. Les commandants ont insisté pour que les équipages utilisent d'abord le radar, puis la visée mécanique. Le changement a amélioré le taux global de destruction anti-aérienne de près de 40% en 2 mois sur tout le théâtre. Les Japonais ont également réagi. Les rapports des 4 bombardiers survivants sont parvenus à Rabaul en fin d'après-midi. Leur message était simple. Renova avait un radar précis. Il pouvait suivre à travers les nuages. Il pouvait prédire la trajectoire des bombes. Il pouvait frapper les bombardiers en pleine course. Dès le 5 juillet, les pilotes japonais sont passés au raid nocturne à haute altitude. Ils évitaient la lumière du jour comme une condamnation à mort. Le 4 juillet avait fait plus que protéger Renova. Cela a contraint le Japon à cesser une tactique aérienne majeure. Ne pouvant plus attaquer les têtes de pont américaines, les batteries d'artillerie américaines, à travers les Salomon fonctionnaient désormais sans aucune crainte. 1 mois après, Munda Airfield est tombé. Cette victoire a ouvert la voie à l'avancée vers le nord de Bougainville. Certains historiens ont affirmé que l'équipage d'Evans n'a pas seulement gagné une bataille, mais a débloqué une campagne entière. Mais tout ceci ne semblait aucunement réel aux Marines sur le terrain. Tandis que les rapports remontaient la hiérarchie, Evans et son équipe demeuraient près du canon, guettant la chaleur émanée du fût, comme la vapeur d'une forge. Ils ne pensaient ni stratégie, ni histoire, ni doctrine.
Ils cherchaient simplement à appréhender ce qu'ils avaient accompli et combien de vies avaient été perdues en conséquence. La nuit est tombée sur Renova, tel quelqu'un baissant doucement la lumière d'une lanterne. La chaleur de l'après-midi persistait encore dans l'air, se mêlant à l'odeur métallique émanant de la fosse du canon. Les Marines étaient assis en silence, non pas qu'on leur ait ordonné de se taire, mais parce qu'aucun d'entre eux ne savait quoi dire. Ils avaient fait leur travail. Ils avaient surpassé toutes les attentes, et pourtant, la victoire apportait une lourdeur à laquelle personne ne les avait préparés. Le soldat de première classe, George Collins, benjamin de l'équipe d'artilleurs, contemplait la plage, ses yeux rivés sur les épaves fumantes qui parsemaient la lointaine ligne de flottaison. « C'est nous », murmura-t-il. « Ils ne sont pas passés, grâce à nous. » Personne ne répondit. Les mots sombrèrent profondément dans un endroit que le silence maintenait d'ordinaire hermétiquement clos. Evans hocha la tête. Il savait que Collins ne célébrait pas. Il mesurait l'ampleur de la responsabilité qu'impliquait le fait d'actionner la gâchette d'une arme ayant le pouvoir d'anéantir des avions et leurs équipages en quelques instants. Shear s'approcha et tendit à chaque homme une tasse de café léger. Le liquide tremblait dans les chopes de fer, des ondes de choc résonnant encore dans le sol. « Reposez-vous, dit-il. Demain, on refait le périmètre. » La guerre ne s'est pas terminée aujourd'hui, mais même en parlant, il comprenait que le 4 juillet 1943 avait changé quelque chose. Ils n'étaient plus de simples artilleurs. Ils étaient les gardiens d'un tournant décisif. Plus tard, Evans était seul, près du canon. Il posa la main sur l'affût d'acier, encore chaud au toucher. Dans son journal, il écrivit « Le radar les a trouvés. Les maths les ont pris, le feu les a brisés. » Il s'interrompit, puis ajouta un mot plus personnel. « Personne ne saisira ce que représentent 27 minutes, sauf ceux qui furent présents. » Il avait bien raison. Les rapports officiels parvenus au haut commandement, la bataille fut chiffrée. 12 bombardiers ont été détruits et 16 appareils ennemis ont été repérés. 88 obus furent tirés sans aucune bombe larguée. 0 victime chez les Marines. Mais ce n'était pas l'exacte vérité, car ce que l'histoire ne pouvait évaluer, c'était l'angoisse ressentie au plus profond de chaque être lorsque le radar annonça pour la première fois « 16 en approche ». Elle ne pouvait pas non plus saisir comment le temps s'était tordu autour de ce poste de tir, ni comment les secondes s'allongeaient, ténues comme un fil. Elle ne pouvait définir le sentiment qu'Evans ressentait en contemplant l'horizon obscur, se demandant qui oserait tenter à nouveau. Renova resta calme cette nuit-là. Aucun avion japonais ne revint, mais personne sur cette plage ne dormit bien. Certaines victoires sont retentissantes. Celle-ci fut silencieuse, du genre qui vous hante longtemps après que les coups de feu se sont tus.